Bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon. Mon nom est Gab Masson et vous écoutez Le Québec en quarantaine, la deuxième saison de mon podcast dans le franc des yeux. Aujourd'hui, épisode numéro 7 de la deuxième saison, la Deuxième Guerre mondiale. Je vous rappelle que la saison ici, ça se veut une espèce de reconstruction de l'histoire depuis le 18e siècle sur la fondation des États-Unis d'Amérique, afin de comprendre un peu mieux notre nation, la place de notre nation, le Québec, dans tout ça, et son importance quelconque, si nous en avons eu une. Eu une, voilà. Pourquoi reconstruction? C'est que bien sûr, dans le fond, c'est une version sous un angle de domination impériale, mais non pas impériale américaine. On parle d'impérialisme, voilà, britannique. Et de plus largement, comment voir le développement de l'Amérique du Nord sous la loupe de l'État profond qu'on pourrait appeler c'est un terme que les gens connaissent de plus en plus présentement. C'est une série chronologique, donc moi, je vous conseille fortement, premièrement, d'écouter tous les épisodes, mais surtout de retourner à l'épisode 0 avant de commencer l'épisode aujourd'hui, peut-être si vous voulez avoir la présentation des invités, la mise en contexte et la chronologie des années 1775 jusqu'à aujourd'hui, la Deuxième Guerre mondiale dans les années 1930-40. Sinon, il va vous manquer peut-être des petits outils pour bien comprendre la situation depuis 2020 et vers où on s'en va. Gardez en tête aussi, tout le monde, que mon intention, c'est pas de vous donner la vérité toute cuite dans le bec. Comme on dit, de toute façon, je ne l'ai pas la vérité, fait que ce serait mal avenu pour moi de vous la donner quand je ne la possède pas, mais c'est juste de vous inviter à réfléchir. Comme moi, je l'ai fait quand j'ai découvert ces choses-là avec mon invité, entretenir plusieurs idées en même temps, comme on dit, mais d'avoir ces plusieurs idées-là en même temps pour les garder en parallèle et avoir différentes loupes ou grilles d'analyse lorsque vous êtes face à des nouveaux événements politiques peut-être ou médiatiques dans vos vies en général et spécifiquement, bien sûr, au Québec et au Canada. Donc, d'avoir la vue régulière de l'histoire et d'avoir la vue de la reconstruction qu'on fait ici avec mes invités, bien, ça vous permet d'analyser ça de plusieurs façons différentes et donc, je pense, d'avoir une meilleure euh, aiguille sur qu'est-ce qui doit être la vérité au travers de tout ça. Donc, c'est ça l'intention ici. Et cet épisode-là, c'est vraiment un autre des gros morceaux de la série. C'est tous des gros morceaux, mais il y en a deux, trois, là, puis l'épisode ici, c'est assez gros. On couvre avec mon invité Mathieu Herret, la montée d'Hitler et du nazisme, bien sûr, le plan britannique d'un nouvel ordre mondial fasciste, l'importance de FDR, donc Franklin Delano Roosevelt aux États-Unis, comment le Canada voyait la question nazie à l'époque aussi. Et on fait quand même une bonne parenthèse super intéressante sur toute la question de l'Empire khazar. Donc, pour moi, c'était important que Mathieu nous donne sa vision là-dessus parce qu'il y a une vision rafraîchissante quand même et très détaillée sur ce point-là qui, dans les cercles de la complosphère, est quand même un gros morceau qui est utilisé à toutes sortes de sauces comme étant le centre du satanisme pratiquement historique là, mondial et tout ça. Mais il y a peut-être des nuances de mon invité que vous allez pouvoir apprécier sur les Khazars. Voilà. Donc, merci tout le monde d'être à l'écoute en audio, en vidéo. Je vous salue chaleureusement. Je vous envoie la main. Et sinon, on est parti. Let's go. Le Québec en quarantaine, épisode 7, la Deuxième Guerre mondiale avec Matt Herret. C'est parti. À plus. Ayant le Chatham House, la Ligue des Nations, et après ça, le Conseil sur les relations internationales et tout ça. Donc, c'était les bases vraiment pour ce truc mondial-là ici. Et mais ce que tu dis, c'est que les forces nationalistes qui restaient dans les années 20, si on veut, pendant les Roaring Twenties ou les années 20 folles, les folles années 20, ça a fait beaucoup de tensions et à cause de ça, malheureusement ou heureusement pour eux, en tout cas peu importe, ils ont été obligés finalement de construire une deuxième guerre mondiale, un peu dans leur point de vue à eux. Yeah. C'est un petit peu Yeah, ça. tu avais des gens comme le président américain Warren Harding, qui était comme le dernier républicain de l'esprit de Lincoln, qui a été aussi assassiné en 1924 ou 23.
dans des circonstances très, très mystérieuses. Il a mangé comme des oysters qui ont été pas fraîches ou quelque chose. Il est mort. Mais lui, il était en train de vraiment saboter les conférences de les États-nations, les Ligues des Nations. Les Ligues des Nations, c'est différent que les Nations Unies, qui ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Beaucoup de monde dit que les Nations Unies, c'est la continuation de la Ligue des Nations, mais c'est pas vraiment vrai. Quand tu regardes la constitution des unions United Nations, les Nations Unies. Nations Unies, sorry. C'est basé sur le respect des nations souveraines et il y a des principes qui sont fondamentalement anti-impériales. C'est illégal d'avoir des interventions militaires par une nation contre une autre agressive. C'est juste illégal. C'est très différent que l'idée avant ça. Maintenant, c'était contaminé, corruptionné et c'est devenu de plus en plus, comme des mondes sages, un instrument impérial, les Nations Unies. Mais ce n'est pas 100% le cas et ce n'était pas 100% le cas du tout à le commencement. C'est ça, il y avait même quelqu'un, je pense, le directeur des Nations Unies qui est mort dans un accident d'avion aussi. Hammarskjöld. Hammarskjöld, ouais, c'est ça, Hammarskjöld. Yeah. C'est très intéressant, ça aussi. Là. OK. Yeah, exact. Ça, c'est pas complètement corruptionné. Si tu avais des gens qui ont été assassinés, qui étaient le chef de l'organisation, parce qu'il n'était pas un impérialiste. Il voulait déployer la science et la technologie pour tous les pays pauvres en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, pour que tout le monde pouvait développer et éliminer la pauvreté. Ça, c'était pas acceptable aux Malthusiens qui voulaient prendre contrôle de la planète. Pour eux, tu ne peux pas contrôler les gens qui sont développés. Ça prend des gens qui sont stupidifiés et sous-développés pour les contrôler. Hammarskjöld a été tué en 61. Pour retourner à notre histoire, à cause de la résistance, tu avais besoin d'une autre choc contre la population. La première guerre n'était pas assez. D'abord, ceux qui l'ont fait, le deuxième choc se trouve en 1929 avec l'orchestration de la Grande Dépression, l'effondrement des secteurs financiers. Ouais. Et c'était vraiment orchestré. Ce n'était pas un phénomène naturel, ce n'était pas cyclique, c'était vraiment une création des boules spéculatives avec les bourses de la casino durant les années 20. Et à certains points, il y avait ce qu'on appelle en anglais tous les the broker call loans. Tous les brokers qui ont organisé les achats des assets spéculatifs, ils ont utilisé comme la base de leurs achats des accès aux banques commerciales qui avaient dans ces banques normales les savings, les épargnes normales, l'économie réelle a été connectée dans les banques commerciales. Et ces banques ont joué dans les bourses spéculatives et tous les broker call loans ont été appelés dans la même journée. Et avec cette coordination, la réalité que personne avait l'argent pour payer ses dettes a été, c'est devenu réel, tout simplement. Et il y avait une désindication, des défauts. D'abord, tout le monde a commencé de faire des défauts à leurs dettes et il y avait une réaction chaîne et tous les bourses ont craché, ont effondré en une journée. Et tout le monde qui faisait partie de la liste de JP Morgan, c'est le Preferred Clients List, qui savait que le crash viendra parce que c'est eux autres qui ont été des architectes de ça. Ils ont tout vendu leurs assets avant la crash et ils ont acheté pour des sous les industries nationales, les agricultures, des fermes, des propriétés dans le monde réel après la crash économique. Et ça, c'est vraiment un transfert de wealth, de valeur. De valeur, oui. Ouais. Et c'est comme un peu la même chose qui s'était passée avec, c'était avec, j'oublie son prénom, le Rothschild en Europe, là, quand il y a eu la guerre. Oh mon Dieu, c'était quoi la guerre? Bon, je suis sûr de quoi je parle, là, quand il a tout vendu ses actions et puis il n'y a plus pour. Quand ils ont fait la création de la banque de Londres, là.
Yeah. Le Oh, Bank of London, là. C'était un peu comme un coup similaire, right? Donc, ils se le disent à l'interne, ils disent, ouais, ouais, ils peuvent tout vendre et puis tout de suite après, lui, il peut tout racheter parce qu'ils se disent à l'avance qu'est-ce qui va être la situation sur le plancher après, tu sais. oh, ouais, je pense que tu parles de la guerre avec Napoléon, peut-être. Ouais, exactement, ouais. Qui a mené à la Yeah. création de la banque privée de Londres ou quelque Ouais, chose le comme Banque privée de Londres, c'était déjà une centaine d'années que ça existait ça. Ouais, je mélange. avant ça, mais oui, ça c'est. Les banquiers de Rothschild ont augmenté leurs assets comme une centaine de fois avec cette guerre parce qu'ils ouais, ils ont orchestré la guerre, ils savent, il y avait des informations en avance. Oui, Donc, en 1929, ils font encore le même coup. Ben, pas ils font, là, mais il y a le même genre de coup qui est fait. Et là, tout le monde se retrouve dans la merde, sauf ceux, comme tu dis, autour principalement de JP Morgan, c'est ça? oui, mais ils n'ont pas, avec leur contrôle des industries, des fermes et tout ça, c'est pas comme euh, ils ont utilisé ou ils n'ont pas maintenu des secteurs productifs. Ils ont fermé, ils ont réduit durant 1929 jusqu'à 1933, ils ont réduit les processus industriels de pouvoir. D'abord, quelqu'un naïf dira, ah, ça c'est du bad business. Comme pourquoi si tu feras ça? Tu peux faire plus d'argent si tu augmentes les productions de ces industries que tu as maintenant dans tes positions. Mais non, l'intention, c'était toujours de réduire les moyens de soutenir la population, de créer la stress et la souffrance dans la population pour que la population acceptera des solutions qui ne sont vraiment pas démocratiques, que dans un temps normal, stable, ils n'accepteront jamais. D'abord, ça, c'était la raison pour 4 années de dépression. Et c'est vrai, comme quand tu regardes le Québec, tu avais Adrienne Arcan, qui est devenue la nazie de la Québec, qui était vraiment populaire durant ce temps-là, une eugéniste qui voulait juste exterminer toutes les races impures, pas juste les Juifs, mais toutes les races impures et aussi des gens qui avaient des défaits physiques ou mentaux ou whatever, juste les tuer, stériliser. Et tu avais tout autour de la Montréal, la ville de Québec, des parades, des grandes marches, des gens pour Adrien Arcan. Puis même chose dans les États-Unis, tu avais des partis nazis qui avaient en Madison Square Garden à New York, on voit des photographes c'était plein de comme 50 000 de personnes, des Américains, pour voir des speeches avec des nazis américains, avec des grandes affiches de George Washington et Adolf Hitler. Et ça, c'était la grande solution de tous nos problèmes. Ah ouais, Mussolini OK. était le visage sur Time Magazine comme 8 fois. Puis c'était toujours, tu sais, une type ou un autre type de fascisme sera nos solutions pour le solution miracle aux problèmes économiques. Ben là, tu m'apprends quelque chose. Je pense que je ne connaissais pas l'époque Adrien Arcan et tout ça, qu'ici, où il y avait eu comme vraiment des mouvements autour de ça. Évidemment, encore une fois, on parle d'ingénierie sociale et tout ça, là, mais c'est intéressant de ça. C'est quelque chose que je connais moins. Alors, il y avait ça ici. Écoute, juste pour ça, combien de temps est-ce que On peut juste continuer que l'histoire est finie. C'est beau, c'est beau. ça te va? OK, cool. C'est Oh. pour toi, là. OK, donc là, ça, on est dans les 29 à 33. Et là, ensuite de ça, évidemment, là, les choses comme se réaccélèrent, j'imagine, suite à ça. Alors, quelle est la transition pour toi entre la première et la famine, excuse-moi, la famine et Bon, la il y deuxième avait, guerre? il y avait une autre essai, une deuxième essai pour avoir un gouvernement mondial. Le premier essai, c'était 1919. Le deuxième essai, c'était 1933, avec une conférence internationale à Londres, qui était vraiment il y avait 66 nations. Le host, c'était le Banque de l'Angleterre puis le Ligue des Nations. Et le roi de l'Angleterre a été le président de la conférence. Et ça a duré environ 6 mois. Ça a commencé en novembre ou octobre 1932 et ça a continué jusqu'à mars ou avril 1933. Mais durant ce temps, il y avait deux choses. Les forces nationalistes en Allemagne ont pris contrôle autour de Kurt von Schleicher, l'assistant de Walter Rathenau, l'homme d'État qui a été assassiné en Allemagne en 22.
Son assistant est devenu maintenant président, ou chancellor de l'Allemagne en 32. Le chancelier, OK. Ouais. Et lui, les nazis ont complètement perdu leur pouvoir. Leur base de support n'était pas là. Ils ont perdu leurs finances, leur support. Hitler a contemplé la suicide. Et Kurt von Schleicher, il a poursuivi le politique philosophique de Friedrich List, l'économiste allemand qui a été la représentant de l'économie américaine, de Lincoln, de Hamilton en Europe. Protectionnisme, grand projet, le développement des nations, mais aussi la démocratie. Ce n'était pas de la fascisme non, du tout. Et ça, c'est au début des années 30, ça? Ça, c'était en janvier 1932 qu'il a gagné, il a été appointé à la fin du crash, là, si on veut, j'oublie le mot. Il y avait il y avait comme une renaissance en Allemagne, un peu du côté national. OK. Exact. Et en même temps, juste quelques mois après ça, Franklin Roosevelt dans les États-Unis a gagné. Et il était comme la seule candidat antifasciste. Tous les autres candidats vraiment étaient prêts à imposer les politiques fascistes de différents types. Lui, il a commencé une guerre contre la conférence des banquiers et il a forcé toutes les délégations américaines de ne pas participer tout soudainement, mais à les différents débats et discussions dans cette conférence-là. Mais sans les États-Unis, ça ne fonctionnait pas. D'abord, après 4 ou 6 mois, le président, le roi de l'Empire britannique a dit non, malheureusement, ça ne vaut pas la peine de continuer. Les États-Unis ne veulent pas travailler avec nous. C'est complètement détruit le plan pour un gouvernement mondial contrôlé par des banquiers privés. Y avait-tu un nom, parce qu'il y avait la Ligue des Nations avant, y avait-tu un autre nom ou quelque chose? Ou non? C'était encore la Ligue des Nations. C'était encore ça, OK. Ouais, c'est ça. Et aussi, durant ce temps-là, Kurt von Schleicher il y avait un certain coup d'État contre lui et il était juste en pouvoir pour une année. C'était pas assez de temps pour commencer ses projets. Et Hitler a pris contrôle en février 1933 et il y a une grande histoire autour de ça, une certaine bribe et tout ça, mais il a perdu son pouvoir complètement. Et une année après ça, il était assassiné avec des autres alliés de lui durant le soirée des longs couteaux. La nuit des longs couteaux. Yeah. Mais quand même, Roosevelt, c'était pas juste la bataille en Londres qu'il a effectuée, mais durant le même temps, il a commencé une bataille contre les oligarches de Wall Street. Il a imposé une grande commission nommée le Pecora Commission avec Ferdinand Pecora, le Attorney General de les États-Unis. Il a donné des pouvoirs de subpoena pour investiguer tous les fraudes que les banques de JP Morgan, Goldman Sachs, Chase Manhattan, qui ont fait pour créer la Grande Dépression. Et il y avait des centaines de banquiers qui ont été mis en prison à cause de ça. Et il a forcé les médias pour couvrir pour la population toutes les différentes journées de les commissions. C'était très important. D'abord, après ça, il était, avec toutes ces révélations, et aussi il y avait un attentat d'assassination contre Roosevelt. Le premier, c'était en février 1933. C'était une Freemason, Giuseppe Zingara, qui a essayé de tuer Roosevelt, mais chanceusement, une mademoiselle dans la audience a vu le pistolet, a frappé son main, il a assassiné par accident Merritt Cermak, qui était juste à côté de Roosevelt, le maire de Chicago. Il y avait aussi l'attentat de Wall Street pour imposer General Smedley Butler comme le dictateur de l'États-Unis. Et General Smedley Butler, il a joué comme il était intéressé pour devenir le dictateur fasciste de l'États-Unis. Mais chanceusement, il était une patriote. Puis après qu'il a accumulé tous les noms et tous les détails de les banquiers qui voulaient l'utiliser, il est allé à Roosevelt, à le gouvernement, à le Sénat, à le Congrès, à les médias pour dire « Hey, regarde, il y a une coup d'État qui est en train de se poser. » Ça, je ne me souviens pas de ça. Peut-être j'ai lu dans tes trucs, mais c'est super intéressant. Ils ont essayé de faire un switch politique à l'intérieur des États-Unis, mais la personne qu'ils ont utilisée, c'est lui
qui les a retournés contre eux. Puis lui a averti Roosevelt en leur disant hey, check ça, mon ami, tu es en train de t'en faire passer une. Là. Yeah, exact. Et Ouais, c'était ça, c'est qui? une C'était quoi son chapitre nom? de Smedley Butler. Smedley Elle est Butler. même sur YouTube. Ouais. Tout le monde peut juste. Et type Smedley Butler, coup d'État, sur YouTube. Tu peux lui écouter. Il a fait une vidéo en 34 ou 35 pour expliquer toute l'histoire aux populations américaines. Et lui, il était une générale la plus décorée de tous les généraux dans l'histoire américaine. C'était pas juste n'importe quel homme militaire. Il était vraiment comme le hôte. Et l'idée, c'était de prendre 500 000 vétérans de la Première Guerre mondiale qui n'ont pas reçu leur bonus pay, puis les utiliser comme une force paramilitaire pour prendre contrôle de le Maison Blanc. Il explique tout ça dans son discours. OK, super. Alors là, il y a vraiment quelque chose qui a ressorti beaucoup dans tes écrits aussi, puis dans certaines présentations que tu as faites, c'est l'importance de Roosevelt dans ces années-là, dans la lignée un peu de Lincoln. Je ne sais pas si tu viens d'expliquer, mais est-ce que tu veux peut-être prendre une seconde juste pour mettre un petit accent là-dessus avant de transitionner comme tu veux vers la Deuxième Guerre? Sure. Après que, avec la compréhension de la nature de l'état profond, il a gagné le support de la population en masse, parce que la population était vraiment horrifiée par toutes ces révélations qui a vraiment tombé une journée après l'autre. Right? Puis avec ce support, il était capable de briser les banques. Il a forcé la séparation entre les banques commerciaux et les banques d'investissement. Avant Glass, ça c'était le nom pour cette législation, c'était Glass-Steagall. Ouais. C'était illégal de jouer comme une casino avec des épargnes de la population ou l'économie réelle. Tu ne pouvais pas faire ça. D'abord, si une banque est importante et c'est en trouble financier, le gouvernement va la protéger, mais si le banque spécule et a créé des problèmes avec ses finances basées sur les décisions stupides dans la spéculation, le gouvernement ne va pas t'aider. Tu vas prendre tes pertes. C'est pas comme ça aujourd'hui, parce qu'avec le monde de Too Big to Fail, aujourd'hui, on a déjà détruit Glass-Steagall, la séparation des banques en 1999 avec Bill Clinton. Et avec ça, tous les banques ont été capables de développer ils ont créé ce qu'on appelle des banques universelles. Ouais. Des assurances, savings, des spéculations, tous sous une toile. Ça c'est des monstres qui ne devraient pas exister. C'est ça, qui était de mémoire, je pense, une des dernières, sinon de la dernière action que Bill Clinton a faite avant de quitter le pouvoir, de briser Glass-Steagall, c'est bien ça, hein? Yeah, exact. Et est-ce que c'est... quand est-ce que Glass-Steagall avait été instauré? Est-ce que c'était à ce moment-là avec Roosevelt? 33, ouais. C'est directement en 33 aussi. Ouais, avec le SEC, le Securities Exchange Commission, ça. Et aussi pour des points positifs, parce que c'est comme des combats négatifs pour arrêter une mal, mais maintenant, pour restaurer la vraie économie, établir des nouveaux fois dans le futur, ça fallait un autre type de bataille positive. C'est ça. Et ça, si on voit la restauration de la politique et la pensée de Lincoln, d'établir le protectionnisme encore pour arrêter le dumping des cheap goods de d'or. Il a arrêté la spéculation. Il a utilisé ce qu'on appelle le corporation reconstruction finance, qui est contrôlée par le gouvernement, mais c'était comme une corporation qui avait le droit de mettre les crédits pour financer les grands travaux et aussi de créer des petites corporations pour faire des jobs concrets, comme de bâtir une barrage ou bâtir un système d'électrification rurale. Ils ont fait quelque chose de similaire en Québec aussi, avec Adélard Godbout, durant les années 1939, 40, 41, 42, 43. Ouais, c'est ça qui est cool. Okay. Donc, le penchant ici qui reflétait peut-être un peu l'esprit Roosevelt, 100%. C'était dans les années Godbout, right? Oui, 100%. Et Godbout a étudié vraiment le Nouveau Deal de Roosevelt. Ça, c'est le nom Nouveau Deal. Ouais.
donner accès aux fermiers à l'électricité, à la littératie, aux infrastructures que tu as besoin pour avoir une société moderne. Tout ça, c'était mis en place. Il y avait des grands projets autour de l'États-Unis, très similaires à la nouvelle route de la soie en termes de les grands projets, mais des centaines et même des mille petits et moyens projets qui sont plus petits, mais qui ont tout mobilisé la population pour penser à long terme encore et de commencer à réhabiliter les industries qui ont été tout perdues durant la Grande Dépression. 50% des industries a été détruit durant la Grande Dépression, right? Les fermes ont été réhabilitées, les entreprises privées ont été renforcées et ils ont accès au crédit pour la première fois. Privé. Yeah. So, le secteur privé a augmenté aussi. C'était pas comme un système totalitaire. Ouais. Tu avais une augmentation des deux, right? Le gouvernement central, mais aussi l'entreprise privée. Tout ça, c'était très, très bon, mais tu avais toujours l'État profond qui a saboté plusieurs fois le nouveau deal. D'abord, tu avais des histoires désastreuses durant ce temps-là. On n'a pas le temps d'aller en détail, mais il y avait deux décisions. Une décision qui doit être faite parce que jusqu'à ce point-là, l'oligarchie, on dit, ben, OK, ils ont déjà décidé, le moment que Roosevelt a saboté le gouvernement mondial en 1933, ils ont dit, ben, OK, maintenant, on doit vraiment mettre toute notre force en erreur de Hitler et Mussolini. Et l'idée, c'était le nouvel ordre mondial sera une nouvel ordre mondial fasciste. Et le roi de l'Angleterre, Edward VIII, a été le roi nazi. C'est lui qui a enseigné le jeune Elizabeth de faire le salut nazi. C'est ça. Là, c'est ça qui est intéressant avec le dernier article que tu as écrit sur ton blog aussi. Là, il y a un documentaire qui était sorti là-dessus et tout. C'est fascinant. Là. Yeah, absolument. Et Neville Chamberlain a été le premier ministre qui voulait, c'est pas juste lui, mais il y avait tous les membres de la table ronde autour de lui, comme Lord Halifax, Lord Lothian, qui étaient les contrôleurs de le gouvernement britannique, qui ont été tous ils ont été tous des supporters de la nazisme, mais leur idée, c'était que, OK, on va utiliser les nazis et Mussolini comme des renforceurs une politique contrôlée ultimement par les banquiers supranationaux. Et on va diviser le monde. L'Angleterre va contrôler l'Inde, un petit peu de l'Afrique, un petit peu de l'Europe, avec leurs alliés anglo-saxons de l'Allemagne. Et l'Allemagne va contrôler le heartland de Mackinder, toute la Russie et tout ça. Ce sera contrôlé par l'Allemagne. L'Italie va contrôler un petit peu de l'Afrique, un peu de l'Amérique du Sud. Les fachos américains qui ont été des ennemis de Roosevelt vont travailler avec les anglo-cousins pour contrôler l'Amérique du Nord. Franco, le facho espagnol, contrôlera une grande portion de l'Amérique latino-américaine, ibéro-américaine. Et, ce sera comme ça que le monde sera divisé, mais fondamentalement sera contrôlé par la Cité de Londres, qui donnera les ordres. Mais, il y avait la machine, la monstre de Frankenstein nazi n'a pas vraiment obéi les ordres. À un certain point, ils ont arrêté. Hitler a commencé à, je pense, écouter à ses généraux qui ont dit, ben, hey, au lieu d'aller avec le plan de l'Angleterre, après qu'ils ont pris contrôle de Pologne, de Austria et Tchécoslovaquie. Oui, donc là, on est déjà ça bouge. Là. Il y a de l'action, il y a du mouvement. T'es dans quelle année là, que tu parles? 38-39 maintenant. C'est ça, 38-39, right? Oui, et c'est pas clair si l'Empire britannique va nécessairement aller en guerre contre la Nazi ou non. Non, Neville Chamberlain voulait maintenir une alliance amicable avec les nazis et avec la diplomatie secrète, les Britanniques ont été toujours les diplomates qui ont orchestré tous les dialogues entre les Polonaises puis les Allemagnes.
les Tchécoslovaquiens et les Allemands. C'était toujours les Anglais qui ont été toujours là pour orchestrer ces décisions diplomatiques. C'est comme Iago, le caractère en Othello de Shakespeare, qui est toujours là en train de saboter toutes les différentes relations. C'est une méthode vénitienne. C'était introduit en Angleterre par Venise après la création de la Banque de l'Angleterre, qui était vraiment un takeover les forces vénitiennes juste avant ça. Ça touche un peu sur la discussion de... une grosse parenthèse, Venise. Oui, mais c'est important parce que c'est super important. Sur la question de Caesarea aussi. Parce que Caesarea, beaucoup de monde, ils pensent que, OK, aujourd'hui, à la centre de toutes les forces de mal aux planètes, c'est les banquiers juifs qui sont la mafia de Khazar. La Rothschild et tout ça, et Bronfman, c'est tout des juifs khazariens. Maintenant, ça, c'est vraiment une certaine mythologie créée qui est très, très simplifiée aux extrêmes. Et c'est pas vrai. Quand tu regardes la réalité de Khazar, qui est aussi une région qui contient une certaine portion de la Russie, Ukraine, et de l'Ukraine, Pologne. C'est ça, exactement. Ouais. C'était vraiment le cas que c'était une région qui était turque, qui ont converti à juifs, mais c'était pas juste ça. Et c'est maintenu un certain pouvoir comme une dynastie pour environ 200 années après le 8e siècle. Mais la chose qui est spéciale avec cet endroit, c'est que leur armée était musulmane. Il y avait une alliance avec le dynastie abbasside de Harun al-Rachid pour qu'il n'y avait pas une militaire nationale khazarien. Ils ont utilisé une militaire musulmane qui aussi, c'est vraiment intéressant, right? Ouais, c'est fou. Qui habitait dans le territoire khazarien. Leur système légal a été basé sur des juges, deux juifs, deux chrétiens, deux musulmans et une païenne. Il y avait une alliance aussi spéciale avec Charlemagne dans l'Empire carolingien, c'était l'Empire chrétien, qui avait une alliance spéciale aussi avec Harun al-Rachid et son père et son fils. Et avec cette alliance spéciale, juif, chrétien, musulman, tu avais une exprimation, quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Harun al-Rachid, pour arrêter une guerre entre les religions que la Venise voulait orchestrer, parce que Venise était toujours là en train de corruptionner n'importe qui. Après, comme ça, c'était la base d'opération des oligarches qui contrôlaient l'Empire romain après que l'Empire romain s'effondré. Ils ont tout allé au Venise, principalement. Et leur méthode, c'était... Est-ce que tu peux prendre une seconde juste pour dire à peu près de quelle année environ il y a eu une transition entre Rome et Venise et quand est-ce que Khazar était dans les 200 années? C'était quoi un peu la chronologie? Rome a s'effondré la première vague en 400 environ et l'autre vague qui a vraiment mis fin à l'Empire romain, c'était 450. Ça s'est complètement effondré et les familles ont migré au Venise comme une nouvelle base d'opération pour rebâtir leurs opérations. Ça a pris beaucoup de temps. C'est important parce que la perspective plus large historique, c'est toute la question des lignées de sang aussi, puis des familles de contrôle. Fait que ça, il faut se rappeler de ça. On parlait de ça un peu plus au début de la série, mais c'est super important pour comprendre un peu plus le global picture, l'image méta de tout ce qui se passe ici. Donc, ces familles-là se sont réfugiées à Venise. Et ce que tu dis, c'est que Khazar est devenu finalement un endroit où est-ce que Venise avait moins d'influence parce que c'était de la collaboration finalement là-bas, plus que... Ouais, c'était la base de la diplomatie basée sur la coopération et aussi le développement économique. Et la route de la soie de la dynastie Tang de la Chine a été aussi créée en 680. Ça, c'est la restauration de la système confucienne. Et la première chose qu'ils ont fait, en Chine, ils ont réétabli la route de la soie qui a désintégré en 200 après la mort de Jésus-Christ.
Pour 400 années, c'était complètement détruit, la route de la soie, les lignes d'échange culturelles, économiques entre la Chine et l'Europe. Et ça, c'était restauré. Et un des points clés de cette connexion est-ouest, c'est Khazaria. C'était le Steppes Silk Road. Right. Et un bon exemple de la qualité de diplomatie, c'est que au lieu de créer une guerre entre les chrétiens pour prendre contrôle de Jérusalem, ça c'était la chose qui a été utilisée pour créer les crusades, les 4 crusades après ça. Mais les inquisitions, ils l'ont essayé avec Charlemagne, et Charlemagne et Haroun al-Rachid avaient une décision que Rachid a dit, OK, je vais te donner un éléphant et des ors et toutes les choses comme un cadeau avec a deed. A deed, what is that, a deed? Un papier qui dit que toi, tu es le propriétaire, Charlemagne, de Jérusalem. Je vais vous donner Jérusalem. Tu ne dois pas créer une guerre contre nous. C'est à vous. Et nous, on va le protéger. C'est très similaire avec ce qu'ils ont fait avec les Juifs en Khazaria. Même en Chine, ça c'est la première migration des musulmans en Chine qui ont créé Xinjiang. C'est que tu avais une guerre civile en Chine. C'était la Anshi Rebellion qui a presque complètement détruit la Chine et la route de la soie. Puis les musulmans de Haroun al-Rachid a été envoyés pour maintenir et protéger l'État de la Chine. C'est ça. Et comme un cadeau, l'empereur a dit, OK, on va vous donner le territoire pour vivre ici. Et c'est pour ça qu'on a en Xinjiang des musulmans en Chine. Ça, c'est la cause. Je pense que la Venise a jamais... they didn't forgive. Comment tu dis forgive? Ils n'ont jamais pardonné. Pardonné Khazaria pour leur rôle qu'ils ont joué dans ce processus. Et ils ont poussé des programmes pour illégaliser les activités économiques avec des Juifs. Tu ne pouvais pas faire des achats de commerce avec des bateaux qui avaient des Juifs là-dessus. Les Juifs n'avaient pas le droit de travailler dans la médecine, dans les guilds, sur tous les emplois qui avaient besoin d'une certaine technique et compréhension. C'était illégal pour un Juif de faire ça. Les Juifs avaient juste le droit de vendre comme dirty cloths ou de faire de l'échange avec d'argent. Ça, c'est la seule chose qu'ils avaient le droit. Et ça, c'est où on trouve les origines de les banquiers juifs qui ont été utilisés dans les cours vénitiens, dans les cours des empires nominalement chrétiens qui voulaient utiliser la usure pour détruire leurs victimes dans la guerre économique, mais ne pouvaient pas parce que légalement, les chrétiens ne peuvent pas faire la usury. Usury, c'est quoi? C'est quoi donc? Donner des dettes avec les intérêts, right? Ouais, yeah. Les dettes avec intérêt. Mais dans les textes juifs, il y a pas c'est pas illégal. D'abord, il peut utiliser les financeurs juifs, mais c'était toujours utilisé comme des marionnettes pour faire des jobs comme des mercenaires financiers. Ça, c'est comme George Soros ou les Bronfmans ou les Rothschilds ou les Rockefeller. Oui, il y a des noms nominalement juifs, mais ils sont mis en place, ils sont pour faire un job par des maîtres plus élevés que eux. Et les gens comme Hitler ou même Tsar Nicholas II avaient des problèmes parce qu'ils ont lu les choses comme le Protocols de Zion, qui ont été créés par Ukraine. Il y avait les forces d'intelligence britanniques et Ukraine, le système d'intelligence de la Russie, qui ont été tous ensemble, qui ont juste créé cette forgery. Il n'y avait pas jamais une Protocols Design. Quand tu le lis, c'est comme une cartoon. Personne ne parle comme ça. On va prendre contrôle de la planète et blablabla. Non, c'est plus subtil que ça. On voit jamais... c'est juste pour les gens stupides qui lisent des choses comme ça et croient que le monde réel, c'est comme une livre de bande dessinée. Et ils deviennent paranoïaques et croient que les Juifs veulent vraiment créer cet gouvernement mondial et c'est juste une complot des Juifs. Hitler croyait ça. Tsar Nicholas II a croyé ça. Beaucoup des autres gens ont croyé ça. Mais c'était juste une scarecrow, juste pour être utilisé. Mais pour retourner à notre histoire,
Hitler ont réalisé que, OK, avec les positions d'une grande force militaire qu'on a maintenant, après qu'on a pris contrôle les militaires tchécoslovaquiens, ils ont tout absorbé ça. Ils ont pris contrôle de leurs assets financiers avec l'aide de la Banque de l'Angleterre et la Banque International Settlements. Ils ont facilité le transfert de tous l'or et l'argent de la Pologne, la Tchécoslovaquie dans les coffres nazis. Et les nazis ont dit, pourquoi est-ce que nous autres, on sera le petit frère de l'Empire britannique? Peut-être nous autres, on peut être le leader, le chef de le nouvel ordre mondial, et l'Empire britannique peut être notre petit frère, non? Et au lieu de juste attaquer directement la Russie, que ça, c'était une des désirs de l'Empire britannique, c'était de créer une guerre contre principalement l'Allemagne contre la Russie, pour détruire la Russie. Hitler a dit, OK, mon général me dit de ne pas faire ça. Avant que je fasse ça, je devrais annexer la France et les autres nations pour consolider mon pouvoir. Et là, après ça, je vais attaquer la Russie. Ce nouveau monstre n'était pas acceptable. Il y avait certaines oligarches britanniques qui ont été prêts à dire oui, comme le roi de l'Angleterre, Edward le Huit. Il a envoyé des lettres à Hitler disant que hey, je suis ton homme, là, quand tu prends le contrôle de l'Angleterre, je serai le roi nazi pour vous. Tu peux me mettre en pouvoir encore, je serai ton gars. Et beaucoup des autres, comme Neville Chamberlain et les autres oligarches, voulaient continuer avec ce plan-là. Mais il y avait un combat. Des autres cliques ont dit, non, on n'est pas prêts pour faire ce sacrifice. Ils ont décidé d'abandonner leur plan. Et ils ont mis Neville Chamberlain dehors. Ils ont lui remplacé avec Churchill. Et ils ont commencé une mobilisation d'essayer d'arrêter Hitler pour combattre une autre. Qui est la mobilisation des alliés occidentaux, c'est ça, qui est devenu ça avec le temps. Alors là, si je te comprends bien, dans ton analyse à toi, ce que tu vois, ce qui s'est passé, c'est que Hitler est devenu hors de contrôle. Donc, au départ, il avait été manipulé pour devenir le pion de l'Empire britannique et puis devenir un peu le pion allemand, là, si on veut, de cette nouvelle oligarchie mondiale fasciste. Et lui, il serait un peu sorti des rails. Il est devenu imbu de lui-même à la limite. Il a dit, on va prendre le pouvoir et ça ne l'a pas fait. Alors, la vraie déclenchement de la guerre avec les Alliés, tout ça, c'était une réaction à Hitler qui a sorti de son rôle pour lequel il avait été placé par l'Empire. Ce serait ça un peu ton analyse? Oui, exact. Et c'était juste parce que ça a pris un certain moment, comme Churchill a toujours demandé, s'il vous plaît, Roosevelt, nous aider. Roosevelt savait qu'il n'y avait pas le support de la population et aussi il n'y avait pas l'économie qui était prête à mobiliser pour une guerre. C'était pas prêt en 1939 ou 40. Et c'était juste après que l'attaque en Pearl Harbor, qui était aussi orchestrée par, au moins on peut dire que Churchill avait l'intelligence que l'attaque arrivera et Churchill a été sûr de ne pas dire rien à Roosevelt parce qu'il voulait que les États-Unis soutiennent l'attaque pour avoir une raison. Il voudrait que la population se fâche, si on veut, là, ou ouais. Une petite motivation supplémentaire. Exact. Le combat, tout le monde connaît généralement l'histoire en bref de la Deuxième Guerre mondiale. On ne doit pas dire rien de ça. Mais on peut dire que au moment que, en 44, 45, Roosevelt, il ne savait pas qu'il sera mort bientôt. Et lui, tous ses alliés voulaient vraiment, c'est clair, et j'ai écrit ça beaucoup dans plusieurs chapitres dans mon deuxième livre sur la clash des deux Amériques. Il y avait un plan pour abolir le système impérial, juste comme Lincoln ou McKinley avaient le même plan avant lui, de envoyer les équipes américaines avec une militaire reformée, parce qu'une militaire peuvent aussi construire des infrastructures. Les ingénieurs dans le militaire peuvent faire des choses très, très utiles. Ouais. Et l'idée, c'était de convertir le arsenal américain à un arsenal à la démocratie pour aider l'Afrique, l'Amérique du Sud d'avoir accès à
les Rural Electrification Projects, comme les États-Unis l'a fait en Tennessee, et des différentes Tennessee Valley Authority, et des choses qui vont abolir la pauvreté et créer des nations qui ont accès à des industries, des systèmes de sciences à haute qualité et un système de coopération internationale. Et son idée originellement d'avoir une union United Nations, les Nations Unies, et aussi un système de Bretton Woods, la conférence en New Hampshire, qui était basée sur créer une idée d'un système international après la guerre. Après la Deuxième Guerre. Ouais, avec des instruments comme une banque mondiale. Originellement, la Banque mondiale, c'était supposé d'être comme une banque nationale pour la planète, pour émettre le crédit des prêts à long terme, bas intérêt ou non intérêt, pour financer les grands travaux, pour abolir colonialisme. Colonisation, oui. Yeah. Le colonialisme en général. Yeah. La FMI, même chose. Le GATT, d'avoir les taux d'échange figés, c'était très important pour abolir la spéculation qui était toujours inutile de guerre économique contre les nations. Avec des taux d'échange figés, c'était impossible de spéculer contre les argents des autres nations. C'était basé sur une idée de l'or. C'était quelque chose de beaucoup plus concret que la spéculation ou la casino. Et ça, est-ce que c'était bien en 47, Bretton Woods, je me trompe dessus? Non, ça c'était la conférence elle-même, c'était 44. Oh, OK. L'équipe de John Maynard Keynes de l'Empire britannique voulait rien de ça. Il voulait avoir un gouvernement mondial contrôlé par le Bancor, une crédit national, nommé le Bancor, contrôlé par la Banque de l'Angleterre. Chanceusement, la force de Roosevelt a été plus fort. Ils ont été capables de couper ce plan-là. Il était complètement contre le développement de l'Inde, de l'Afrique. Ça, c'est, je veux dire, John Maynard Keynes et les impérialistes. Il était contre ça. Mais quand Roosevelt est mort le 12 avril 1945, il n'y avait jamais une autopsie. D'abord, on ne sait jamais pourquoi il est vraiment mort. C'est sûr que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une cause naturelle. Mais tous ces ennemis ont pris contrôle vraiment vite de la présidence avec Henry Truman, une marionnette de Wall Street. Une autre marionnette. Et si je ne me trompe pas, tu avais déjà dit, je pense que jusqu'à ce jour, aujourd'hui, le corps de Roosevelt, il n'y a jamais eu d'autopsie, en fait. Donc, on n'a jamais pu établir vraiment la cause de sa mort et tout. Et ça, c'est un moment pivot vraiment important, sa mort à lui, entre avant la Deuxième Guerre mondiale, puis après tout ce qui s'en est suivi, n'est-ce pas? Et Stalin a dit à le fils de Roosevelt, quelques années après ça, qu'il a croyé que c'était Churchill qui a tué son père, Roosevelt. Ça, c'était son croyance jusqu'au moment que Stalin est mort. Oui, il y avait vraiment une vision qui est vraiment une vision basée sur la loi naturelle, un système ouvert basé sur la coopération, les nouveaux découvertes et une harmonie entre les différentes religions et cultures de la planète. Comme on a vu avec Khazaria, Charlemagne, Harun al-Rachid et la Chine dans le 8e et 9e siècle, c'est la même chose qu'on a vu renouveler avec Roosevelt et son vision. Et vraiment été clair que c'était la nouvelle ordre de Roosevelt, c'était très, très, très différent que c'était anti-hygiénisme, anti-transhumanisme. C'était basé sur une coalition de la Chine, la Russie, les États-Unis ensemble qui créera une base de coopération. Et l'Empire britannique peut exister comme une nation, mais pas un empire. Right. Roosevelt était très, très clair de ça. Et il y avait des alliés en Canada. Autour de C.D. Howe, Clarence Decatur Howe, le ministre de tout, aussi de William Lyon Mackenzie King, qui était un peu faible comme un être humain, mais au moins il admirait Roosevelt, il voulait aussi partager dans cette vision, mais il était mou. Il manquait de mordant un peu. Là. Ouais, il était malléable. Et sans les libérales de Laurier comme Odie Skelton et Chubby Power et Ernest Lampoy. Comme Ernest Lampoy et Odie Skelton, les deux sont morts comme dans la même période, en 1941, les deux, dans des accidents.
Ben, Odie Skelton dans un accident, et c'est lui qui était le chef le ministre étranger de le Canada. Et c'est lui qui était l'ennemi de tous les tables rondes, les agences de la table ronde qui voulaient prendre contrôle de. Ouais, c'est Odie Skelton qui les a arrêtés à chaque point. Quand Odie Skelton est mort et quand Ernest Lapointe est mort, et il y avait 2 autres personnes aussi que j'ai oublié leur nom. Tous les meilleures influences autour de William Lyon Mackenzie King a été perdu. Ouais. C'est ça. Et donc, vu que lui, il n'était pas assez peut-être fort, là, lui. Il n'était pas souverain. Non. Non, il était une mystique. Il prit de avis de son mère et son chat qui sont morts quand il était jeune, dans des séances. Il est vraiment, comme je le dis, mou. Mais tu avais toujours cette momentum, cette trajectoire pour le progrès qui était là, très active en Canada durant les années 40, 50. On a vu spécialement au Québec avec Duplessis, Paul Sauvé, Daniel Johnson, le père, qui ont été tous des représentants de cette force de progrès. De Gaulle en France, Adenauer en Allemagne, Enrico Mattei en Italie, on a parlé de Dag Hammarskjöld, le chef de les Nations Unies. Mais beaucoup de gens là ont été assassinés durant les années 50, spécialement dans les années 60 avec John F. Kennedy. Mattei a été assassiné aussi. Beaucoup des gens en arrière de leurs assassinations ont été aussi les mondes responsables pour la continuation de la problème du nazisme avec Operation Gladio, comme on a dit à la commencement de notre discussion, comme Alan Dulles et beaucoup. Operation Gladio était en arrière de l'assassination de Enrico Mattei et aussi, en un certain sens, l'assassination de Pierre Laporte avec les groupes anarchistes ici à Québec, qui a été tout contrôlé par une branche de l'RCMP. C'est ça que j'allais dire au début, qui est la même chose que ce que tu expliquais au début avec l'Ukraine, en fait. Là, c'est encore une fois une opération miroir, finalement. Là. Toujours le même pattern. Même pattern. Puis le fait que Pierre Trudeau, à mon avis, quand il était en secondaire, il était une grande fan d'Adrien Arcand. C'est pas une coïncidence qui est devenu une membre de la Société Fabienne en Londres. Ouais. Après ça, c'est un différent aspect de la même chose. Et ce qu'il a fait en octobre 1970, c'est vraiment, vraiment connecté avec les mêmes processus nazi-fachos qui a orchestré des assassinations, des gens comme Kennedy, I guess, or no? No, I was thinking earlier. Du plaisir. Rapallo, dans les années 20, les mêmes groupes anarcho-fascistes terroristes qui ont tué McKinley ou qui a tué Tsar Alexandre II ou Walter Rathenau, ça c'était le nom que je cherchais, Walter Rathenau, le ministre étranger de l'Allemagne en 22. C'est la même méthode, le même modèle qui a été utilisé pour créer des groupes terroristes comme le Weather Underground dans les États-Unis ou ici le FLQ, malheureusement. Au moins des branches de la FLQ qui étaient vraiment proches à l'intelligence anglo-canadienne pour avoir l'excuse d'avoir des lois martiales et la destruction des gens comme Pierre Laporte, qui était le député premier ministre de la Québec, qui avait un certain sens moral, chrétien, anti-malthusien pour renouveler l'esprit de Johnson, qui vient juste d'être assassiné en 68, puis de Gaulle, qui vient juste d'être mis dehors en 69, je pense. Ouais. C'est l'histoire. C'est incroyable. Vraiment cool, Matt. Merci beaucoup. Et puis, la conclusion que tu viens de faire, en fait, ça va nous faire un super beau lien avec le prochain ou le deuxième épisode à partir de maintenant, où est-ce qu'on va parler avec Rénald Rouleau un peu plus en détail de ça, parce que quand on parle de Pierre-Éliott Trudeau, les années 70, ici, on pense évidemment à René Lévesque au Québec et toute cette dynamique-là. Alors, ça va être super intéressant. On a 2 épisodes sur ces sujets-là que je vais vous réserver pour le futur, tout le monde. Je veux te laisser conclure. J'ai 2 petites questions rapides. Le financement, en fait, de la Deuxième Guerre mondiale, parce que il y a aux États-Unis, il y a toute la question de Ford.
et puis que lui-même avait financé probablement l'Allemagne nazie. Est-ce que tu mets ça dans une échelle de ton image de tout ça ici? Est-ce que c'était juste clairement parce que quelqu'un comme Ford était une marionnette des familles à Londres, de City of London et tout ça, selon toi? Ou? Well, Ford était comme quelqu'un qui était vraiment smart. Il était un industrialiste que je crois voulait vraiment... il était, à un certain sens, un patriote américain originellement. Mais comme j'avais dit, il y avait des gens qui ont lu des choses comme the Protocols, the Lost Protocols of Zion, of the Elders of Zion. Il a lu ça, c'était très populaire. Il a lu, il a dit comme, oh my God, c'est vrai, il y a un complot des Juifs qui veut nous contrôler. Et il est devenu un peu, je pense, désorganisé dans son esprit. Et ses décisions dans les années 20, 30, 40 étaient vraiment pas fortes du tout. Mais, tu avais beaucoup des industrialistes américains et aussi des banquiers, pas canadiens, américains, comme Rockefeller's Standard Oil a joué un grand rôle en supportant les ressources nécessaires pour les forces nazies. Rubber, oil, le pétrole, mais aussi le financement de comme Brown Brothers Harriman, la banque que Prescott Bush, le grand-père de George Bush Jr. Prescott Bush, il était le banquier de Brown Brothers Harriman, une financière de eugénisme, mais aussi une financière de Hitler. Quand j'ai dit que Hitler était à contempler la suicide en 1932, la raison qu'il n'a pas se suicider, c'est parce qu'il a reçu une prêt de comme une centaine de millions de dollars par Brown Brothers Harriman, signé par des chèques de Prescott Bush. Malade. Okay. Ben, je suis content d'avoir posé cette question-là parce que ça m'était resté dans la tête et je ne savais pas ça. Le timing avec ça, c'est fou. T'sais. Parce que les gens n'ont jamais catché, il y en a que oui, mais nous autres ici, que ça a été financé par les Alliés finalement au début, puis que tout ça finalement a été un gros un show de boucan. Là, c'est tous les mêmes banquiers qui ont essayé d'assassiner Roosevelt ou de créer le coup d'État de Smedley Butler, qui était en arrière de le financement de Hitler et Mussolini aussi. Et comme j'avais dit, même Union Bank, une autre banque que Prescott Bush travaillait avec, a été found guilty. Coupable, trouvé coupable. Coupable dans une commission Sénat pour avoir échangé avec l'ennemi durant la Deuxième Guerre, après que les États-Unis a rentré dans la guerre. Il a continué de financer Hitler. Et il était découvert coupable, mais il n'était jamais puni après Nuremberg. Et tous ces financeurs n'ont été pas punis. Et c'est pour ça que j'ai dit à la commencement, Poutine, il est vraiment en train de, je pense, finir la Deuxième Guerre mondiale. Nuremberg, wow. Right. Yeah. Malade. Génial. Excellente conclusion. Alors, écoute, on va se laisser là-dessus, Matt. C'était vraiment cool. Merci beaucoup. Et puis, la prochaine fois, écoute, s'il nous reste peut-être 2 épisodes à conclure, on parlera vraiment de toute la période des années 50 à 90, peut-être, pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour toi au Global Picture. Avec Rénald Rouleau, on va aller dans un épisode plus sur la question du Québec ici et on finira peut-être avec le 9/11 et puis la pandémie, voir un petit peu comment tout ça arrive dans le temps moderne pour conclure le tout. Matt, merci énormément. Tout le monde, n'oubliez pas d'aller encourager Mathieu. Inscrivez-vous à son Substack si vous lisez l'anglais. Substack, Matt Ehret, ça va être dans les commentaires. Achetez ses livres, l'histoire cachée du Canada et la bataille des 2 Amériques. Et il y a un prochain livre que tu vas paraître dans quelques semaines. Et c'est ton 5e livre, je crois? 7e. 7e, excuse-moi, désolé. Et comment va être le titre? Ce sera le 3e volume de la clash des 2 Amériques. Et ce sera en anglais The Birth of a Eurasian Manifest Destiny, la création d'un destin manifeste eurasiatique, I guess. Super. Et bien sûr, les liens pour le Rising Time Foundation et également pour le Canadian Patriot Review. Il y a beaucoup d'articles qui ont été traduits en français. Vraiment intéressant à lire tout ça si vous voulez avoir des complémentaires sur tout ce qu'on dit. Matt, immense merci encore une fois. Je te laisse aller et on va poursuivre la série dans quelques semaines quand tu auras un petit peu de temps. Bonne poursuite, mon cher, et bonne fin de journée. Merci. Ciao.
That's it tout le monde. J'espère que vous avez vraiment porté attention à cet épisode-là et apprécié les connaissances infinies de Matthew Herrett, mon invité. On vient, comme je le disais au début, de conclure un gros bloc de la saison avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et on va passer au dernier tiers très, très bientôt pour traiter de la Révolution tranquille du Québec, vue par la loupe complotiste, si on veut, de l'État profond qui complote pour dominer peut-être le monde et l'évolution des politiques internationales. Donc, si vous appréciez le temps, restez à l'écoute la semaine prochaine. Quelque chose que je veux dire que je n'ai pas encore mentionné, je pense, dans mes petits commentaires là, de fin d'épisode depuis le début du show, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est la compréhension globale de tout ce qui se passe. OK? Donc, d'une certaine façon, mon but, c'est de rester détaché aussi d'une seule version fixe et définitive des événements. Et je veux quand même le mentionner parce que de mon point de vue, toute la saison ici, c'est une vitrine, si on veut, une explication historique qui peut mieux expliquer le monde réel que la piètre histoire vraiment qu'on apprend dans nos institutions publiques normales. Mais loin de moi l'idée de dire que c'est la grande finalité. Au travers de tout ça, il y a des questions de grande c'est ça que je veux dire, en fait, que je n'ai pas dit depuis le début. Il y a des questions là, plus larges. Là. Si vous cherchez des YouTubers américains, du monde qui font des recherches sur Rumble, d'autres podcasts et tout ça, il y a des questions larges là, sur tout ce qui est l'Empire tartare, les grandes réinitialisations plus tard, les Great Resets, les Mud Floods, donc les déversements de terrain de boue rouge, etc., qu'on a pu voir, tous les buildings encastrés sous la terre, les changements de pôle peut-être, etc. Il y a la question des civilisations cycliques qu'on peut parler, la question extraterrestre ou interdimensionnelle, okay, la question des technologies cachées, la domination des narratifs historiques technologiques et toute la question des races, de la biologie, de l'anatomie, etc. OK? Évidemment, je ne peux pas parler de tout ça avec mes invités ici, ni résumer tout ça en seulement une dizaine d'heures. OK? Donc, c'est simplement le mentionner, dire que c'est des choses, je suis totalement au courant de ça, et c'est pour ça que je vous mentionne que l'important avec la série ici, c'est de prendre tout ça, si vous ne le connaissez pas, de le découvrir pour la première fois, ce qui va vous donner une ouverture d'esprit de conscience pour d'autres choses qui pourraient s'imbriquer là-dessus par la suite. Et si vous connaissiez déjà une partie de cette histoire-là, ben, c'est de le peaufiner et de juste la répéter pour avoir vraiment une meilleure mainmise sur les informations de la vue qu'on présente ici. Et ça va juste être une meilleure base pour imbriquer ça dans d'autres choses plus larges s'il y a lieu dans vos intérêts personnels. Donc, voilà. Hein? Comme il faut que je travaille, gagner ma vie, puis tout ça, comme tout le monde, ben malheureusement, je ne peux pas faire 1 million de vidéos, puis tout. En tout cas, pas pour l'instant. Voilà, mais avec cette précision-là, ce que je veux dire, hein, c'est que je ramène un truc que j'ai toujours dit souvent, en tout cas depuis plusieurs années dans certaines vidéos, c'est que c'est comme la métaphore de l'oignon. Hein, il y a toujours des pleurs, puis à un moment donné, tu arrives au cœur. Ben, là, aujourd'hui, vous avez un étage, si on veut, de pleurs d'oignon que vous pouvez joindre à votre outil, votre coffre à outils analytique de rechercheur personnel. Voilà. Donc, en terminant, dans les notes, dans les commentaires, description de vidéo ou du podcast, je mets des liens pour les contributions financières volontaires s'il y en a qui veulent appuyer le travail ici. Jusqu'à 500 $, je vais donner 100% de tout ça à mes invités. S'il y en a plus, je vais le garder pour moi. Donc, jusqu'au printemps, j'imagine 2024 ou un peu moins, là, à la fin de l'hiver, toute contribution sera super appréciée. Donc, par Interac, virement Interac, c'est le courriel donationgabmasson@gmail.com, mot de passe franc, FRANC, et paypal.me pour les virements PayPal, donc Gabmasson, paypal.me/Gabmasson, donc GABEMASSON. Et nous, on revient au Québec pour les 2 prochains épisodes. Voilà, avec mon 3e invité. Vous allez découvrir encore une fois une nouvelle énergie totalement différente pour les 2 prochains épisodes. J'ai nommé Reynald Rouleau. On s'amuse pas mal avec Reynald, vous allez voir, c'est vraiment un homme avec qui j'ai adoré parler. On est dans une autre génération aussi, juste en termes d'âge et d'histoire personnelle. C'est un vrai boomer, c'est un Québécois, OK, un vrai de vrai, un Québécois de souche, pour ne pas le dire, au risque d'offenser certains. Et ça fait du bien, personnellement, honnêtement, de connecter avec ses racines par le biais d'idées partagées entre 3 invités totalement différents. Et c'est la force aussi, je pense, selon moi, des idées. Ça nous permet de nous élever et de voir au-delà des différences ethniques, culturelles et générationnelles. Donc, la vérité finit toujours par nous unir au travers de toutes ces différences-là. Et c'est ce que j'espère vous offrir avec mes invités.
Mais pour se rapprocher de la vérité, il faut commencer par chercher, par poser des questions, par changer. En ce sens, je vous invite tous et chacun à changer. Change-toi en premier, change le monde ensuite.